Alors, la dernière fois, on s'était arrêté donc sur l'utilisation des fichiers en langage C. Alors déjà, d'une part, je vous avais expliqué comment manipuler des fichiers, ce qu'étaient des fichiers de manière générale, et puis qu'il fallait faire attention entre l'extension, bon, qui est une information sur le contenu du fichier, et le contenu réel d'un fichier. D'accord? Je vous ai expliqué que c'était à vous d'organiser concrètement les données qui étaient présentes dans un fichier et que vous pouviez écrire dans un fichier ce que vous vouliez. Et en particulier, je vous ai dit, on va créer un programme qui va écrire du code HTML dans un fichier. On avait vu la fonction fopen qui vous permet d'ouvrir un fichier dont vous donnez le nom et l'emplacement sur votre disque dur. Voilà. Alors cette fonction, elle prend aussi un mode d'écriture, un mode d'ouverture du fichier, je veux dire, qui peut être soit un mode d'ouverture en écriture, qui va vous permettre d'écrire dans le fichier, soit un mode de lecture, qui va vous permettre uniquement de lire les données qui sont présentes dans le fichier. Alors cette fonction, elle va vous retourner un pointeur vers une structure. Et cette structure, qui est de type file, elle va contenir un certain nombre d'informations, comme l'emplacement du fichier, l'endroit où vous en êtes dans la lecture ou l'écriture du fichier, etc., etc. Il y a tout un tas d'informations vraiment très importantes. Donc on a un pointeur vers ce fichier, et c'est grâce à ce pointeur qu'on va pouvoir écrire ou lire des données dedans. Si jamais l'ouverture de la fonction fopen échoue, alors la fonction va vous retourner un pointeur vers une adresse qui n'existe pas, comme d'habitude, et donc elle va vous retourner nul. On avait vu les différents modes d'ouverture, donc je vous avais dit, il y avait la lecture, il y avait l'écriture. Alors, petite note, si jamais vous ouvrez en mode W un fichier, vous l'ouvrez en écriture, mais si le fichier contenait déjà du contenu, alors ce contenu sera détruit. D'accord? En fait, c'est comme si on effaçait et qu'on recréait le fichier à chaque fois. Si on souhaite écrire dans un fichier qui contient déjà du contenu et ajouter quelque chose, alors on va ouvrir en mode ajout, c'est-à-dire en mode écriture, mais cette fois-ci, on n'efface pas le contenu précédent. Et on place le curseur d'écriture, c'est-à-dire l'endroit où on va commencer à écrire, sera situé à la fin du fichier. Donc on va ajouter quelque chose à la fin du fichier. Je vous avais montré aussi un exemple d'ouverture de fichier. Alors là, il faut faire très attention, parce que autant pour l'allocation dynamique, c'est assez peu fréquent qu'il n'y ait pas assez de mémoire de disponible, ou qu'il y ait un problème avec la fonction malloc. Bon, ça arrive, mais c'est rare. Ce qui fait que c'est assez rare que la fonction vous retourne un pointeur nul. Or, pour les fichiers, c'est très fréquent. Parce que c'est très fréquent de se tromper dans le nom d'un fichier, dans l'emplacement d'un fichier, etc., etc. Et donc, c'est assez fréquent que la fonction vous retourne nul pour vous dire j'ai pas réussi à ouvrir ton fichier. Peu importe la raison, on s'en fiche. Et donc, vous devez toujours vérifier si le pointeur qui vous avait été renvoyé n'est pas nul. D'accord? Donc ça, pensez-y, c'est vraiment important parce que sinon, vous allez au-delà de gros problèmes lors de l'exécution de vos programmes. Alors, vous voyez là un exemple d'ouverture en mode W, hein, d'accord? Donc, n'oubliez pas, c'est pas des accolades, hein, c'est des apostrophes, je veux dire, c'est vraiment des guillemets, hein, d'accord? Donc, c'est une chaîne de caractères W, donc vous mettez vraiment les guillemets. Pour la lecture, c'est un R et c'est pareil, c'est entre guillemets. Voilà. Alors, bien sûr, une fois qu'on a ouvert quelque chose en mémoire, il faut être capable de le fermer. Donc, il y a une fonction qui s'appelle fclose et qui va vous permettre de fermer un fichier. Qu'est-ce que vous allez lui donner en argument? Eh bien, le pointeur vers la structure file qui vous a été donnée. Vous dites je ferme ce fichier-là, et puis la fonction se charge de tout. Voilà, voilà.
Donc, du coup, n'oubliez jamais de fermer les fichiers. Chaque fichier que vous ouvrez doit être fermé. C'est la base. Voilà. C'est un peu comme malloc et free. Vous devez toujours, quand vous allez allouer la mémoire, vous devez toujours avoir un moment dans votre programme où vous libérez la mémoire. Bah là, c'est pareil. Vous ouvrez un fichier. Il y a toujours un moment où vous devez fermer le fichier. Alors ensuite, je vous avais expliqué le fonctionnement du buffer. D'accord? Donc pour rappel, le buffer, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour pallier le fait que la mémoire de type disque dur est très lente par rapport à la mémoire vive. Et donc, comme elle est très lente, cette mémoire, on ne peut pas se permettre de faire une tonne d'accès en mémoire pour écrire sur le disque dur. D'accord? Pareil, l'exemple que j'avais donné, c'est si je souhaite écrire Delbo dans la mémoire, dans un fichier, on ne va pas écrire le D, puis le E, puis le L, puis le B, parce que ces opérations-là, elles sont très lentes. Et ce qui est long, c'est pas l'écriture en elle-même, c'est d'accéder à l'endroit où on va écrire. C'est cette opération-là qui est lente. Et donc, c'est plus rapide d'écrire Delbo que d'écrire un D, puis un E, puis un L, puis un B, etc., etc. Donc, pour pallier ce problème-là, on a mis en place un mécanisme de buffer, et c'est-à-dire c'est un gros tableau, et vous allez écrire dans ce tableau-là. Et lorsque le tableau est plein, alors on écrit ce tableau dans le fichier. D'accord? Donc au lieu de faire un accès par lettre, on va faire un accès lorsque le tableau est rempli. Donc c'est plus efficace. D'accord? Alors ça c'est bien, ça accélère les choses. Le problème, c'est que quand vous terminez votre programme, si vous n'avez pas fermé le fichier, vous voyez, donc si vous avez oublié de faire un fclose, eh bien le reste qui a été écrit dans le buffer n'est pas forcément écrit dans votre fichier. Et donc là, c'est un gros problème, parce que vous allez vous retrouver avec des données manquantes. Donc vous devez toujours, avant de quitter votre programme, fermer vos fichiers, parce que l'opération fclose va prendre ce qui reste dans le buffer et l'écrire de force dans le fichier. Alors pour écrire dans un fichier, vous savez déjà le faire. En fait, on va utiliser la fonction fprintf. La fonction fprintf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se comporte exactement comme la fonction printf, sauf qu'au lieu de mettre printf, vous mettez fprintf et vous allez rajouter un argument au tout début qui va être le pointeur du fichier que vous avez récupéré. Donc vous voyez ici, dans cet exemple-là, je fais un file étoile fp et je fais fp égale fopen de miage.html en W. Donc là, je vais écrire dans le fichier miage.html, je vais l'ouvrir en écriture, et je vais afficher dans la console le message « Quel est votre nom ?» Je vais scanner la réponse de l'utilisateur, je vais lui demander combien il souhaite avoir d'items, des petits points, des petits boutons, vous savez, des puces, hein, des puces et des numéros, donc combien d'items est-ce qu'il souhaite. Je saisis, j'enregistre, je scanne la valeur de la réponse de l'utilisateur, et ensuite, je vais écrire le code HTML. Donc l'objet du cours n'est pas le code HTML, hein, c'est juste un exemple. Et je vais utiliser pour ça la fonction fprintf. Vous voyez que la fonction fprintf, je vais rajouter donc le fp virgule, donc je rajoute un argument qui est le pointeur du fichier qui a été ouvert. Ensuite, je lui mets la chaîne de caractères que je souhaite écrire dans le fichier. Et alors, bien sûr, vous pouvez mettre des arguments. Regardez, dans la deuxième ligne, je fais un fprintf fp, la chaîne de caractères, mais vous voyez que dans la chaîne de caractères, je mets les %s. Comme on pourrait mettre un %d ou tout ce qu'on veut avec un printf normal. Donc là, j'ai mis un %s pour afficher une chaîne de caractères qui est chaîne qui a été saisie au début. Et vous notez d'ailleurs que j'ai pas mis de « et commercial » devant chaîne, parce que j'ai saisi
Dans la mémoire, j'ai mis quoi? J'ai mis le nom d'un tableau. Et le nom d'un tableau, c'est un pointeur sur son premier élément. Donc, il n'y avait pas besoin de et commercial. Ensuite, je fais une boucle. Et dans cette boucle, donc autant de fois que l'utilisateur souhaite avoir d'items, je vais écrire un truc pour le code HTML pour rajouter un item. À la fin, j'écris quelque chose pour fermer le fichier HTML pour dire bah, c'est la fin du fichier. Je ferme mon fichier et j'ai terminé mon programme. Le résultat de l'écriture, par exemple, ça va être quelque chose comme ça. D'accord? Et ce truc-là, si on l'exécute, si on double-clique sur le fichier, ça va nous faire ça dans un navigateur web. Voilà. Donc là, vous voyez que vous pouvez vous amuser, vous êtes capable d'écrire des fichiers HTML, vous êtes capable d'écrire tout un tas de choses. Donc vraiment, ça va être à vous de vous amuser maintenant avec tout ça. Alors bien sûr, là je ne vais pas m'appesantir, mais il y a d'autres fonctions qui permettent d'écrire des choses. On peut écrire un caractère dans un fichier grâce à fputc. Fputc, vous mettez le caractère que vous souhaitez écrire, puis le pointeur vers le fichier, et ça écrit le caractère. Il y a la fonction fputS qui peut écrire une chaîne de caractères, c'est pareil. Bon, bah voilà, vous pouvez les utiliser, mais il y en a plein des fonctions comme ça. Donc à vous de fouiller un peu, vous allez voir, il y en a tout un tas, et il y en a qui peuvent vous sauver un peu la vie. C'est-à-dire que le jour où printf et fprintf et fscanf vont poser des problèmes, je ne sais pas pour quelle raison, bah vous pourrez vous renseigner sur d'autres fonctions qui permettent d'écrire ou de lire dans un fichier. Alors bien sûr, je vous ai parlé de printf, mais on a également la fonction scanf, fscanf. Donc le fonctionnement de la fonction fscanf, c'est exactement le même que scanf, sauf que vous allez rajouter f devant, et puis le pointeur du fichier dans lequel vous allez lire les données. Voilà. Alors, lire les données, ça veut dire que vous avez, par exemple, ligne par ligne. Alors, vous pouvez mettre les données encore différemment, hein, mais vous pouvez mettre les données ligne par ligne et les lire une à une. D'accord? Donc là, si vous voyez, bon, bah, j'ai ouvert en lecture mon fichier et ensuite j'ai fait des fscanf. Donc, dans fp, j'ai lu quoi? 1%d. Donc, le résultat, je vais le stocker dans la variable nb. Je vais lire un nombre à virgule, je vais le stocker dans la variable moy, qui est de type float. Hein. Et je vais lire une chaîne de caractères que je vais stocker dans un tableau. Et comme tout à l'heure, le nom d'un tableau est un pointeur sur son premier élément, donc je n'ai pas besoin du et commercial. Alors, attention, quand vous lisez des données, les données présentes dans le fichier doivent être du bon type. C'est-à-dire que vous devez avoir un entier d'écrit, vous devez avoir un float d'écrit, vous devez avoir une chaîne de caractères. Si vous n'avez pas les bonnes données, ce que vous allez lire, ça va être n'importe quoi. Donc si dans mon fichier j'ai ce truc-là, 42, 314 et coucou, et bien les valeurs que je vais lire vont être 42, 314 et coucou. Voilà, pareil que fputc, fputS, on a fgetC et fgetS qui vont vous permettre de lire un caractère ou de lire une chaîne de caractères depuis un fichier. Alors, vous voyez, hein, à chaque fois, pour plus d'informations, je vous ai mis l'adresse de la page manuelle des fonctions. Donc à vous de regarder ces adresses-là. C'est la description formelle des arguments de l'utilisation des fichiers que je vous donne, enfin des fonctions que je vous donne. Alors en fait, les fichiers, vous les manipulez depuis un certain temps, mais sans le savoir. Je vous ai dit fprintf, fscanf, c'est comme les fonctions printf et scanf que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est que on vous a un peu menti. Alors c'est pas un vrai mensonge parce qu'en fait c'est quelque chose qui ne vous concernait pas. Mais il faut savoir que l'entrée standard, c'est-à-dire le clavier, ou la sortie standard, ou même l'erreur standard, ce sont des fichiers.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que tout ce que vous écrivez à l'écran, en fait, vous écrivez dans un fichier. Quand vous dites, tiens, je veux écrire à l'écran, coucou, vive les L1, c'est les meilleurs, eh bien, en fait, vous écrivez dans un fichier, coucou, vive les L1, c'est les meilleurs, et le contenu de ce fichier-là est écrit en permanence sur votre écran. De la même manière, il y a un fichier spécial qui est le fichier stdin, et quand vous souhaitez lire les données saisies au clavier par un utilisateur, eh bien c'est un fichier qui existe. Chaque fois que vous tapez sur votre clavier, bah, vous mettez ça dans ce fichier-là, et donc vous allez pouvoir lire dedans. Et donc, scanf et printf ne sont pas des fonctions particulières qui permettent d'écrire dans le fichier, enfin sur l'écran ou de lire depuis le clavier. Ce sont des fonctions qui permettent de lire et d'écrire depuis des fichiers. Et printf est une version simplifiée de fprintf, et au lieu d'écrire dans un fichier, n'importe lequel, avec fprintf, on va écrire directement sur la sortie standard. Donc le fichier, ce sera stdout. Donc si vous écrivez fprintf stdout, ça marche trop fort, vous allez écrire sur votre écran, dans la console. Et ça aura exactement le même résultat que si vous enlevez votre f ici et le premier argument. Ça fera exactement la même chose. Voilà. Alors, est-ce que vous avez compris tout ça? Allô? Il y a quelqu'un? Monsieur, Oui. j'ai juste pas suivi la dernière fonction, c'était out. J'ai pas très bien écouté. Tu peux répéter? Ok, je vais vous remontrer ça juste après. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous écrire un programme qui va faire le cryptosystème de César. Vous connaissez le chiffrement de César ou pas? Non, du tout. Alors, bon, je pense que vous le connaissez en fait, mais quand vous étiez petit, est-ce que ça vous est pas arrivé d'envoyer des messages secrets à vos camarades en décalant les lettres de l'alphabet? Par exemple, on va dire, au lieu d'écrire A, je vais écrire C. Au lieu d'écrire B, je vais écrire D. Et puis bah, après, pour déchiffrer le message, il suffit de faire la transformation inverse. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Bon, je pense que vous avez fait ça, et puis au pire, vous avez oublié que vous l'aviez fait. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un programme qui va réaliser ce truc-là. On va On va prendre le contenu d'un fichier, on va le crypter, et ensuite on fera la fonction qui permet de décrypter le message secret. D'accord? J'arrive. Alors, create new project, console application, ok, go, hop. Alors, chiffrement pour les L1. Allez. Tac.
Alors attendez 2 secondes. Voilà. Hop. J'ai juste ouvert mon... Attendez. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas ce que je voulais faire, désolé. Ah, décidément. J'ai un gros ralentissement, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Alors. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va écrire un fichier donc dans mon répertoire de projet, là. Donc, nouveau. Document texte. Et je vais l'appeler message.txt. Dedans, je vais écrire quelque chose. Alors, vive les L1. Ce sont les meilleurs et les plus sympas parce que les autres étudiants sont moins cool, moins gentils. Ah, ils sont vilains les autres. Ok, voilà. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est un super message formidable que je viens d'écrire, d'accord. Donc il est dans mon message envoyé, j'ai mon fichier texte. D'accord. Message.txt. Alors, du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est c'est écrire une fonction qui va ouvrir un fichier et afficher son message à l'écran. D'accord. File étoile fp. fp égale... Ah, attendez, j'ouvre un peu plus gros pour... Voilà, parce que je sais que vous avez des camarades qui font... fp égale fopen. Alors, donc du coup, message.txt. Et je vais l'ouvrir en mode lecture. Voilà. D'accord. If. Donc si jamais l'ouverture se passe mal, je mets qu'il y a eu un problème lors de l'ouverture et je vais sortir de la fonction main avec le fameux exit failure. Vous savez, on m'avait dit, ah, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Bah là, vous pouvez l'utiliser. Et puis là, exit success. Bon, là, pour le moment, il ne se passe rien. Alors, si je suis ici, si j'arrive à la ligne 15, ça veut dire que j'ai réussi à ouvrir mon fichier et que je ne suis pas sorti dans le if. D'accord? Donc si je suis là, c'est que c'est bon, le fichier il est ouvert. Donc premier truc qu'on fait, c'est qu'on ne va pas oublier de fermer le fichier à la fin de son utilisation
Et on va se mettre avant pour écrire tout le code de traitement du fichier. Alors on pourrait utiliser fscanf et puis lire caractère par caractère le contenu du fichier. Par exemple, fscanf, d'accord. Donc dans fp, je vais lire quoi? Bah, un caractère, parce que c'est un fichier texte, là, je souhaite lire chacune des lettres, d'accord. Donc fscanf pour son C, et je vais mettre ça dans et char, d'accord. Et char va être une variable caractère que je vais déclarer un petit peu avant. Donc char, d'accord. Maintenant, je vais afficher ce caractère-là. Donc là, je vais lire un caractère dans FP et je vais l'afficher à l'écran. Et ça m'affiche un V majuscule. Ce qui semble raisonnable, puisque, pour rappel, le message c'est vive, les L1 ce sont les meilleurs, et la première lettre c'est un V majuscule. D'accord? Ok. Alors vous voyez que là, ce qui nous manque, c'est une boucle. C'est une boucle qui va lire les caractères un par un. Alors, imaginons que je souhaite faire une boucle. Je déclare ma variable de boucle, int i. Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans la variable de boucle, c'est que à chaque fois, je vais lire un caractère et l'afficher. Et là, vous voyez que tout de suite, bah, vive les L, j'ai lu et affiché les 10 premiers caractères qui étaient contenus dans le fichier. Alors là, vous devez vous dire, mais quand est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'en fait, le problème de la boucle for, c'est qu'on sait d'où on part et on sait combien de caractères on va lire. Mais vous ne savez pas combien il y a de caractères dans un fichier. Je veux dire, quand on ouvre un fichier, il a été écrit par X ou Y, donc il n'y a aucune raison de connaître le nombre exact de caractères présents dans le fichier. Donc une boucle de type for, en fait, c'est inadapté. On va utiliser une boucle de type while. Mais alors, tant que quoi? Eh bien, tant que on n'aurait pas atteint la fin du fichier. La fin du fichier, je vous ai dit la dernière fois, elle contient un caractère spécial qui est le caractère EOF. Donc si je fais comme ça, tant que C est différent de EOF, alors il faut que j'initialise, alors c'est pas C, c'est car, pardon, et il faut que j'initialise car à autre chose que EOF. Alors je vais initialiser pour entrer dans ma boucle, hein, au caractère A par exemple. Voilà. Et alors vous allez voir là que ça va être presque bon à un détail près. Bah. Et vous avez vu, regardez. Faut pas faire 4 avant, monsieur. Pardon? Faut pas faire changer cap. Non? Ouais. Dans le while. Comment ça, faudrait faire changer car? Bah là, ça nous fait une boucle infinie. Du coup, là, on fait car là, on ne modifie pas. Non, c'est parce qu'on n'a jamais rencontré le caractère EOF. Ok. Et là, je t'avoue que je suis un peu perplexe. FEOF de FP. Alors, il y a une fonction qui vous permet de savoir si vous êtes à la fin. Alors, bon, au-delà du caractère EOF, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est.
J'espère que j'ai pas eu une bibliothèque qui s'est mise à jour. Bon, bref. Alors, au-delà de EOF, vous avez aussi une fonction qui va vérifier si vous êtes arrivé à la fin du fichier. La fonction, c'est FEOF de FP, qui lui va regarder est-ce que tu es à la fin du fichier, oui ou non. Et elle vous retourne vrai si vous êtes à la fin du fichier. Donc, tant que... Alors, regardez, je mets la négation. Point d'exclamation. Tant que on n'est pas à la fin du fichier, alors je vais lire et l'afficher. D'accord? Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai bien affiché mon message. On est d'accord? Tout va bien? Oui. Bah en fait non. Regardez bien. Regardez bien mon message. Regardez le dernier caractère. Oui, il y a 2 points d'exclamation. Voilà. Voilà. Donc, là en fait, le truc c'est que imaginons qu'on est à la fin de la chaîne de caractères du fichier. En fait, le dernier caractère, bon là, qui n'est pas EOF, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous avoue, bon bref. Donc on arrive à la fin du fichier, et il y a un caractère spécial qui vous dit, bah non, t'es arrivé à la fin. Mais vous voyez que je vais le lire dans car. Et ensuite, je vais l'afficher. Donc le dernier affichage, c'est si on n'est pas arrivé à la fin du fichier, alors j'affiche mon caractère. Parce que si la dernière lecture vous a amené à la fin du fichier, alors il ne faut pas afficher le dernier caractère. Et là, pour le coup, vous voyez que j'ai affiché correctement mon message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que là, je suis capable d'ouvrir un fichier en lecture. OK? Mais mieux que ça, ça veut dire que je suis capable d'accéder à chacune des lettres une à une. Et vous savez que les lettres, on peut les manipuler comme des entiers. Alors, à la fin, je vais juste rajouter, regardez, anti/n, anti/n, ici, 2 points, hop, et je vais vous afficher la lettre A. D'accord? Donc quand je lance mon programme, vous voyez, ici, j'affiche la lettre A. Et regardez si je fais A plus 1. Ça me fait B. Si je fais plus 2, ça me fait C. Et il y a une correspondance entre les caractères et les entiers. C'est-à-dire en fait que chaque caractère possède une valeur numérique. Alors, je ne sais pas si au premier semestre, on vous a parlé de la table ASCII. Est-ce qu'on vous en a parlé? Oui. Voilà. Oui. Alors, du coup, là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de manipuler la table ASCII. C'est-à-dire qu'on est en train de modifier les lettres, enfin les numéros, d'une lettre. Donc, la lettre A, elle a un numéro, et on rajoute plus 2. Donc, on va aller à la lettre qui contient le numéro A plus 2. Voilà. Alors, Mais monsieur, ouais, dans le mode d'écriture, je pensais qu'on pouvait juste ouvrir le fichier en lecture seule. oui, Mais du coup, là, on rajoute des trucs. non, ça c'est pas dans le fichier. Regarde, printf. Ah oui, d'accord, Tu vois? d'accord. Oui, c'est bon. Alors, justement, regarde. Ici, j'affiche la valeur du caractère. On est d'accord. Quand je lance ici, j'affiche à l'écran le caractère. Donc je vais lire dans le fichier une lettre et je vais afficher cette lettre. Maintenant, au lieu d'afficher cette lettre, je vais faire plus 1.
et voilà mon message. C'est-à-dire que j'ai pris chaque lettre et j'ai pris la lettre qui suivait. Donc après un V majuscule, ben, c'est un W majuscule. Après un I minuscule, c'est un J minuscule. Vous voyez? Et donc là, on a chiffré. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a des caractères bizarres ici. Alors ça, c'est pas un problème. Alors, je remets normalement. C'est que il y a des caractères pour lesquels le suivant n'est pas nécessairement une lettre de l'alphabet ou un entier. Alors, je me permets, je vais vous afficher la table ASCII. Donc je vais faire une boucle qui va de 0 jusqu'à 255 inclus. Je vais afficher un entier et je vais afficher le caractère qui correspond. Et à chaque fois, je vais sauter une ligne. Et là, j'affiche la table ASCII en fait. J'affiche chaque lettre possible et j'affiche, associé à chacune de ces lettres possibles, le caractère, enfin le numéro de la lettre. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a plein de trucs bizarres. Là, on a un saut de ligne. On a des espaces, on a des trucs vraiment très bizarres qui dépendent du système d'exploitation, hein, souvent sur lequel vous êtes. Et puis, tout d'un coup, on a les ponctuations. On a donc les dièses, les dollars, les pourcents, les et, les ta 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 ta. Ensuite, de manière consécutive, on a nos chiffres. Ensuite, on a l'alphabet en majuscule. On a encore quelques caractères bizarres. On a l'alphabet en minuscule, etc., etc. Donc, si chaque fois que une lettre, je prends la suivante, ça va nous faire des trucs qui peuvent être un peu bizarres. Par exemple, si j'ai la lettre Z et que je prends la suivante, ça va me faire une accolade ouvrante. Ok? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réaliser un décalage, par exemple plus D, avec D qui serait la valeur de notre décalage, donc D égale 3, parce que historiquement, le chiffrement de César, donc de Jules César, c'était de décaler la valeur des lettres de 3. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors bien sûr, hein, le vrai chiffrement de César, il n'avait que l'alphabet, et c'est-à-dire qu'après le Z, il revenait sur le A. Donc la lettre qui suivait le Z, c'était le A, c'était circulaire, d'accord? Nous, on a tellement de lettres que on en a 256. On va pas s'embêter à faire ça. Alors voilà, donc ça c'est pour écrire. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est placer le résultat, au lieu de le mettre dans la console, c'est le mettre dans un fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un deuxième fichier. Le pointeur, je vais l'appeler destination. Et je vais ouvrir un fichier en écriture. Je vous rappelle que le mode W, si jamais le mode W, si jamais le fichier existe déjà, alors il est effacé et remplacé. Donc cette fois-ci, si je vais refaire la même chose, je vérifie que mon fichier dans lequel je souhaite écrire
a bien été ouvert. Et je n'oublie pas de fermer mon fichier ouvert. Tac, tac. Et alors ici, au lieu d'écrire sur la console, je vais faire fprintf destination. C'est tout. Regardez. Donc déjà, j'affiche plus rien dans la console. Je vais ici et oh, j'ai un fichier résultat qui vient d'apparaître. Et le fichier résultat, vous voyez qu'il contient des trucs bizarres. Donc ça, c'est mon texte qui a été chiffré. Ok. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse une fonction de tout ça. Je vais juste placer tout ça dans une fonction. Donc, elle ne va rien retourner comme résultat. Elle va juste réaliser l'action de lire un fichier et d'écrire un autre fichier. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un fichier source. On va passer le nom du fichier en argument, le fichier source. On va passer en argument le nom du fichier de destination. Et on va passer également en argument le décalage, la valeur du décalage pour chiffrer notre premier fichier. Tout ça, je vais le mettre dedans. Et alors, ce qui change ici, c'est que c'est pas source destination. Donc mon pointeur, je vais l'appeler dest. Ici, je vais l'appeler src. D'accord, je fais les choses un peu plus... voilà. D, il ne faut pas que je le déclare I, parce que c'est un argument ici. Alors, donc j'ai dest et machin. Et alors, vous voyez ici, j'avais une chaîne de caractères, c'est-à-dire des guillemets, et puis le nom du fichier que je souhaitais ouvrir. Là, j'ai en argument un pointeur, mais donc un tableau, qui représente une chaîne de caractères, et je vais dire, j'ouvre cette chaîne de caractères. Donc, source, je l'ouvre en mode lecture. Okay, fp égale fopen de source. Voilà. La destination, dest, en fait, mon pointeur dest, maintenant je l'ai appelé dest, ici. Et puis ici, c'est src. Pardon. src. Donc, src, dest, et c'est pas dans résultat.txt que je vais mettre le résultat, mais dans destination. Donc, si src, voilà, du fichier source, si dest est différent de nul, tac, 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 voilà. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier dont le pointeur se nomme src, je vais lire src dedans, je vais le mettre dans ma variable car, et attendez, juste un instant. Voilà. Donc, tant que je ne suis pas arrivé à la fin, je vais lire donc dans mon fichier src un caractère que je place dans car, et ensuite je vais l'écrire dans le fichier dest. Et ici, je vais écrire le caractère avec c'est décalage, je l'ai appelé, ouais, décalage. Décalage. Voilà.
À la fin, je ferme src, je ferme dest. Et on a une fonction toute propre qui, normalement, devrait nous permettre de chiffrer un fichier. Alors, pour son utilisation, je vais reprendre mon prototype, tac, tac, paf. Hein, ça s'appelait bien fichier, message.txt, ouais. Là, je vais l'appeler résultat 1.txt. Et on va dire un décalage de 3, parce qu'on a envie. Ok? Monsieur, Oui. juste, je crois que vous avez oublié de changer dans le while. Il y a if, FO, FP, je crois que c'est pas FP, c'est RSC. Tout à fait. Tout à fait, j'avais oublié ça. J'en ai pas d'autres. Non, ça a l'air de bon. Allez, on lance. Bon, ça n'a pas planté en tout cas. Résultat 1. Ok. J'ai quelque chose de chiffré. À votre avis, maintenant qu'on a fait cette fonction de chiffrement, comment je fais pour déchiffrer? Monsieur, pourquoi ça donne pas le même texte que tout à l'heure? Moins décalage. Alors j'ai entendu moins décalage, donc oui, tu as eu raison. Et toi, ta question, c'était quoi? Là, on décale les 3 cases comme tout à l'heure, pourtant ça ne fait pas le même texte, non? Ah, je sais pas. Si, je pense. Ah, ok. Je pensais que c'était pas le même, du coup, je comprenais pas trop pourquoi. Attends, on va... J'espère que j'avais bien décalé de 3. Hein. Si, c'est le même, tu vois. Enfin, ça ressemble. Hein. Ah oui, c'est bon, merci. Écoute, tu sais quoi? On va déchiffrer le fichier obtenu pour vérifier si on retrouve notre message. Et alors, ce qui est beau avec ce chiffrement, c'est que là, vous voyez, j'ai mis la source, j'ai mis la destination et j'ai mis le décalage. Ça, c'est pour chiffrer. Mais regardez, que se passe-t-il si je fais ceci? Je vais prendre notre fichier résultat. Je vais le chiffrer, lui aussi. Donc dans résultat 2.txt. Et au lieu de décaler de 3, je décale de moins 3. Ça devrait inverser le chiffrement. Oh, c'est pas magique. Donc, j'efface tout ça. On a un message.txt qui est là. Je lance mon programme qui va chiffrer le message. Il va prendre message.txt et produire un fichier qui s'appelle résultat1.txt en décalant tous les caractères de 3. Ensuite, je vais prendre ce fichier qui a été justement réalisé, chiffré, et je vais le chiffrer à nouveau, mais au lieu de faire un décalage de plus 3, je fais un décalage de moins 3, ce qui aura pour effet de le déchiffrer. Message, résultat 1, résultat 2. Message, c'était mon message que je souhaitais chiffrer. Résultat 1, c'est le message chiffré. Résultat 2, c'est le message qui est déchiffré. Vous voyez, c'est super sympa. Très honnêtement, là, moi, c'est ce genre de choses qui m'a fait aimer la programmation. C'est qu'en fait, c'est quelque chose de très simple, là, ce qu'on vient d'écrire. Vous êtes bien d'accord qu'il n'y a rien de compliqué. Et
pourtant, on a un résultat qui tout de suite pourrait être presque impressionnant. Parce qu'en quelques lignes de code, on est capable de chiffrer et de déchiffrer. Alors pour ceux que ça intéresse, moi je vous invite à regarder les différentes méthodes de chiffrement. Il y en a plein. La plus balèze en vogue, j'ai envie de dire, c'est RSA. Mais avant d'utiliser RSA, vous pouvez utiliser Wigner. Wigner, c'est assez sympa. Et si vraiment vous êtes motivé, j'ai un L1 qui m'avait fait ça une fois. Il m'avait fait comment ça s'appelle, un programme qui déchiffrait automatiquement un message chiffré avec le chiffrement de César. Alors il avait fait 2 méthodes. La première méthode, c'était si le texte est assez long, il essayait de calculer des stats sur le nombre d'apparitions des lettres. Parce que la lettre la plus fréquente en langage, enfin en français, c'est la lettre E. Donc la lettre qui apparaissait le plus souvent, ça devait être un E. Et ainsi de suite. D'accord ? Et donc il arrivait un peu à déchiffrer le truc comme ça. Alors cette méthode, elle marche très bien, uniquement si le texte est assez long. Et puis après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des déchiffrements en faisant varier automatiquement la clé de chiffrement. Et ensuite, il reprenait chacun des mots qu'il trouvait dans le message déchiffré. Et s'ils étaient présents dans la langue française, alors c'est que il avait réussi à trouver la bonne clé. Donc ça, pareil, c'est un petit projet très sympa. Vous pouvez essayer de vous amuser avec ça. Voilà. Alors, très honnêtement, pour le problème que j'ai rencontré avec EOF, j'ai pas trop d'explications là tout de suite. Et comme je suis un peu fatigué, je manque de réactivité. Je vais regarder ça et j'essaierai de vous expliquer ça. Je vous ferai une note sur Teams pour vous expliquer le problème qui a été rencontré. Voilà. Je pense que c'est un problème avec mon système d'exploitation. Alors, le cours sur les fichiers s'arrête ici. Voilà. Et on va commencer le cours sur la récursivité. Monsieur, Oui. est-ce que vous avez encore l'exemple sous la main ou pas? Ça ? Oui, j'ai juste pas compris pourquoi vous avez déclaré deux. Enfin, pourquoi vous avez déclaré deux. Je pense que c'est 2 pointeurs. Je sais pas si c'est des pointeurs. Mais... Ici ? Oui. Eh ben, un pour le fichier que j'ai ouvert en lecture et un pour le fichier que j'ai ouvert en écriture. J'ai ouvert 2 fichiers là. J'ai ouvert le premier fichier qui est la source et le fichier qui est la destination. Donc je vais recopier ce qu'il y a dans source et le placer dans destination. D'accord ? Oui, c'est bon, merci beaucoup.